de la lutte qui s'est menée dans le monde agricole en ce mois de janvier, euh, elle est partie de, de, de paysans qui n'étaient pas forcément dans les organisations syndicales, mais qui constataient, je pense, et c'est un constat assez partagé, que leurs revenus dégagés de leur travail n'étaient pas suffisants, n'étaient pas assez dignes pour écarter la peur du lendemain et pour se dire, voilà, moi je travaille, certes beaucoup, mais au moins je vis bien de, de mon travail. Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre, donc la chaîne YouTube du Travailleur Alpin. Pour celles et ceux qui nous découvriraient, le Travailleur Alpin, c'est donc le média historique du mouvement social en Isère. Et on a un lien particulier avec les questions agricoles, puisque depuis plusieurs décennies maintenant, nous sommes présents sur la foire de Beaucroissant, donc une des plus grosses foires agricoles de France qui a lieu en Isère, au restaurant La Terre, le Travailleur Alpin. Et donc alors aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous accueillons Olivier Morin, qui, en plus de fournir de délicieux poulets pour nos menus sur la foire à partir de la foire d'avril, est président du MEDEF, donc le mouvement de défense des exploitants familiaux, et non pas le MEDEF, attention, un syndicat progressiste de producteurs agricoles. Donc le MEDEF est également partenaire du coup des initiatives Fruits et légumes solidaires du Parti communiste qui se tiennent en Isère toutes les fins septembre sur une quinzaine de quartiers et de communes populaires. Alors, maintenant qu'on a terminé la petite phase auto-promo, on va y aller. Du coup, Olivier, encore merci d'avoir pu te rendre disponible pour cet échange. On sait que l'agenda du métier d'agriculteur, c'est en général assez rempli. Voilà. Et donc le mois de janvier a été marqué par un mouvement historique de la profession. Alors on va essayer ensemble d'y voir plus clair. Pour commencer, on a bien compris que parler de monde agricole, ça recouvrait des réalités très différentes. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de la situation concrète de la profession dans notre pays, s'il te plaît? Oui, alors bonjour Jérémy, bonjour à toutes et à tous. Juste petite précision, je suis secrétaire national du MODEF et non pas président. Le président, c'est Pierre Thomas, éleveur dans l'Allier. Voilà. En quelques mots, voilà, sur la situation des fermes en France. Alors, je ne vais pas vous abrutir de chiffres, mais faut savoir qu'il y a moins de 400 000 exploitations agricoles en France. Qu'entre 2010 et 2020, la population agricole elle a chuté de 18% et le nombre d'exploitations de 20%. Et que dans le même temps, il y a un agrandissement des exploitations agricoles qui s'opère, puisque dans les années 80, la SAU, donc la surface agricole utile des exploitations moyennes, était d'environ 30 hectares et qu'aujourd'hui, elle est de 69-70 hectares. Donc voilà, on voit ce à quoi confine la politique agricole commune, où les aides sont versées à l'hectare, et donc une course à l'agrandissement assez forte. Ce qui caractérise aussi la population agricole en France, c'est qu'elle est assez âgée. L'âge moyen des paysans aujourd'hui, c'est 52 ans. La moitié des fermes sont dirigées par des agriculteurs de 55 ans et plus. Ce qui veut dire que dans quelques années, dans moins de 10 ans, il y a 25% des paysans qui partent en retraite. Donc il y a un gros enjeu de renouvellement de la population agricole. Et nous, au MODEF, on a comme revendication, qui est une revendication d'utilité pour la souveraineté alimentaire, de l'installation d'1 million de paysannes et de paysans en France pour partager la valeur ajoutée produite et puis aussi pour atteindre la souveraineté alimentaire. Du coup, on a compris qu'il y avait des grandes disparités finalement au sein du monde agricole. Et malgré ça, finalement, on a une mobilisation où le monde agricole s'est retrouvé massivement. Est-ce que tu peux revenir sur les causes de cette mobilisation, sur ses points de convergence et sur ses contradictions aussi? Oui, alors la lutte n'étant pas finie, je pense, ça va être difficile aujourd'hui de faire un point global sur les tenants et aboutissants, puisque à mon avis, il y aura d'autres rebondissements
le salon de l'agriculture arrivant à grands pas. Et, comme on le sait tous, hein, alors, on peut penser ce qu'on veut de cet événement. Nous, on n'en pense pas forcément que du bien, mais on sait que c'est un événement dans lequel il se cristallise beaucoup de choses, dans lequel il se passe beaucoup de choses, dans lequel il y a des rencontres. Et aussi, c'est le moment où les projecteurs se braquent sur le monde agricole et où on a des micros qui nous sont tendus. Alors, on essaye de les saisir pour développer un peu nos revendications et puis expliquer un peu ce qu'on vit au quotidien, quoi. Et donc, alors, c'est vrai que cette situation de la lutte, hein, qui s'est menée dans le monde agricole en ce mois de janvier, elle est partie de paysans qui n'étaient pas forcément dans les organisations syndicales, mais qui constataient, je pense, que c'est un constat assez partagé, que leurs revenus dégagés de leur travail n'étaient pas suffisants, n'étaient pas assez dignes pour écarter la peur du lendemain et pour se dire, voilà, moi je travaille, certes beaucoup, mais au moins je vis bien de mon travail. Et après, c'est pas toujours forcément formulé comme ça par les paysannes et les paysans, mais quand on discute avec eux, on sent bien que c'est la question cruciale. Et la question des fossés à curer, la question des jachères, toutes ces questions-là, on va dire assez portées par le terre qu'est la FNSEA, c'est des questions secondaires et qui ne régleront pas la question principale, qui est celle du revenu paysan. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais cette mobilisation, elle montre que le paysan, aujourd'hui, se situe dans une filière de production alimentaire où la valeur ajoutée qu'il produit par son travail, elle est captée, elle est extorquée par l'amont et l'aval de l'acte de production agricole. C'est-à-dire que, pour faire simple, hein, un éleveur laitier, il traite ses vaches tous les jours, donc il remplit son lait, il remplit son tank à lait, on va dire, du lait de ses vaches. Il faut que le lait sorte de ce tank pour pouvoir mettre la traite du lendemain. Et donc, comme c'est un produit frais, eh bien, il faut que le lait s'en aille. Donc, l'éleveur laitier, il va vendre son lait au prix qu'on veut bien lui acheter. Et donc, la concentration des acteurs du monde laitier, par exemple, Sodial, Lactalis, hein, c'est les deux plus importants, et quelques autres laiteries, a fait que il y a un prix assez bas du lait qui s'est créé sur le marché pour être concurrentiel au niveau des marchés européens, voire mondiaux. Et notamment suite à la fin des quotas laitiers, il y a maintenant une petite dizaine d'années, qui régulait, alors pas forcément très bien, pas forcément tel qu'on l'aurait voulu, mais qui régulait quand même les volumes produits. Aujourd'hui, on a ouvert toutes les vannes et c'est la loi du marché qui régit tout ça. Donc, le prix du lait payé aux paysans, eh ben, c'est pas le prix du lait, bien évidemment, que vous allez trouver dans votre supermarché. Et quand le prix du lait payé aux paysans baisse, vous ne retrouvez pas sur la brique de lait cette baisse du prix de la brique de lait. C'est donc bien qu'il y a la valeur ajoutée qui est créée par le paysan, qui est prise par les intermédiaires à l'aval. À l'amont, puisqu'on l'oublie souvent, et dans les revendications, on ne l'a pas tellement entendu. Pourtant, on l'a vu. On l'a vu parce que tous ces tracteurs qu'on a vus sur les routes, eh bien, c'est des tracteurs qui coûtent très cher. C'est des tracteurs qui coûtent parfois 200 000, 300 000 euros. Et le machinisme agricole, eh bien, il a vu ses prix bondir de 30% en 3 ans. Alors vous allez me dire, comme plein d'autres produits, hein, il y a une inflation assez forte en ce moment, mais ce machinisme agricole, eh bien, il a pesé très fort sur les trésoreries des agriculteurs, puisque on est parfois contraint, obligé, hein, d'acheter du matériel pour pouvoir travailler. Et donc, ça, par exemple, l'engrais, pour ceux qui en mettent, les engrais azotés qui sont, on va dire, contingentés au prix de l'énergie. Moi, je suis agriculteur en bio, donc je n'ai pas l'occasion d'acheter de l'engrais, mais il y a des collègues qui en mettent. Voilà. Les semences,
voilà, puisqu'on a une mainmise des semences, une mainmise des semenciers sur la propriété intellectuelle, sur les brevets, liés aux semences qui s'opèrent. On en entend parler de temps en temps. Il y a des combats qui se mènent à ce niveau-là aussi pour que les paysannes et les paysans puissent ressemer leurs propres semences et les commercialiser derrière. Donc voilà, donc nous, les paysans, on est au milieu de tout ça. Et donc, cette valeur ajoutée produite par le travail qu'on réalise, elle est extorquée à l'amont et à l'aval de la production par des gens qui vivent quand même assez bien. Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis, c'est une des plus grandes fortunes de France. Le machinisme agricole, c'est un secteur dans lequel il y a des croissances à 2 chiffres. Donc, vous voyez un peu où toute cette valeur ajoutée passe, quoi. Du coup, là-dedans, on a bien l'impression, parce que en fait, on voit bien qu'il y a les porte-paroles de la mobilisation, entre guillemets, avec les gros patrons de l'agribusiness qui se font passer pour des paysans. Et en même temps, on a quand même une FNSEA qui est majoritaire et qui est traversée de contradictions. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, qu'est-ce qui représente ces gens-là qui tiennent un peu l'appareil et qui prétendent représenter les agriculteurs par rapport au reste du monde paysan? Et est-ce que tu penses finalement que cette révolte, qui est, du coup, tu nous dis, qui est partie de la base, peut finalement bouleverser les cartes un petit peu de déséquilibres au sein du monde agricole, des équilibres, je dirais, politico-syndicaux, quoi. Ce qui est certain, c'est que dans les territoires, dans les campagnes, nos voisins, les gens avec qui on travaille, avec qui on est dans les coopératives, dans les CUMA, les coopératives d'utilisation des matériels agricoles, sur des moissonneuses-batteuses, sur des remorques, sur des matériels, où on se voit en réunion, dans la vie associative, etc. Enfin voilà, on a sans doute tous des cartes syndicales différentes et des modèles agricoles différents, mais on vit tous sur des territoires. Et donc après, c'est une fois que les manifs sont terminés, eh ben, on se retrouve dans nos fermes, on se retrouve sur nos territoires, et comment on fait derrière pour continuer à travailler, pour dégager un revenu, pour vivre tout simplement décemment, en ayant voilà pas la crainte du lendemain de savoir si on va bien vendre notre grain, notre viande, notre lait, nos légumes, notre vin, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre à l'issue de cette mobilisation. Et donc que le gouvernement a pas su répondre, a pas su répondre à ces attentes. Du coup, petite incise après une petite coupure technique. Du coup, on a parce qu'on a beaucoup parlé agriculture et écologie, et on a parlé normes. Alors, ce que j'ai compris en suivant les trucs, c'est que grosso modo, le gouvernement avait reculé sur un certain nombre de normes, sur les pesticides, sur des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sens de ça, ce que vous en pensez et les vrais intérêts du monde agricole là-dedans, sur la question des normes liées au libre-échange et sur la question de l'écologie, parce qu'on a coutume de le dire, je ne sais plus qui dit ça, mais sur les agriculteurs, c'est quand même ceux qui sont le plus en prise avec la nature, en vrai, aujourd'hui. Et donc vous avez forcément un avis là-dessus. Donc est-ce que tu peux nous en donner quelques mots là-dessus? Oui, alors sur la question des normes, c'est un peu un terme fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses quand même, puisque c'est vrai que sur nos fermes, parfois, on est contraint de réaliser des travaux pour correspondre à des normes et qui sont pas amortissables. Je prends et du coup qui vont peser très fort sur les trésoreries des fermes. Je prends un exemple tout simple. Il y a pas mal d'éleveurs qui sont contraints aujourd'hui de mettre un toit au-dessus de leur place à fumier. Voilà, la place à fumier dans laquelle on va avec un engin, souvent pour pousser le fumier des vaches, des brebis, etc. Ben maintenant, il faut que ça soit couvert. Et donc, cette couverture, voilà, vous voyez bien que ça peut coûter très cher pour une utilisation qui va pas faciliter la vie du paysan, qui va pas, voilà, qui peut pas s'amortir du coup. Et donc, c'est 200 000, 300 000 euros qu'il va falloir investir, sortir d'où, on ne sait pas, pour ce genre d'investissement. Donc, et forcément, ça va peser beaucoup plus sur une petite ferme que pour une grosse ferme qui peut peut-être l'amortir davantage parce qu'elle va gagner de l'argent par ailleurs, etc. Et donc, sur ces éléments-là, il y a sûrement à revoir. Pour autant,
pour autant, sur les normes, par exemple, environnementales, où on entend parfois des organisations syndicales un peu populistes qui vont dire foutez-nous la paix, laissez-nous travailler, etc. Nous, on pense que c'est pas si simple que ça, parce que ce qui protège d'abord le paysan et ensuite le consommateur, c'est parce qu'il existe un peu de règles quand même sur l'utilisation des produits phytosanitaires, ou si on en met à tort et à travers, ou si on ne se protège pas pour en mettre, ou si on en met plus que ce qu'il faudrait mettre, c'est d'abord la santé du paysan qui est en jeu, et puis au final, la santé du consommateur. Donc évidemment que nous, le MODEF, on est pour prendre le chemin de beaucoup moins de produits phytosanitaires. Et c'est pour ça qu'il faut des solutions agronomiques. C'est pour ça qu'il faut pousser la recherche publique agronomique à fond, pour que nous, on ait des outils dans les fermes qui permettent toujours de maintenir un revenu et de gagner du revenu, puisqu'il est insuffisant aujourd'hui, sur nos fermes, tout en ayant les exigences écologiques de notre temps qui permettent aussi de s'adapter au dérèglement climatique, et puis aussi évidemment de freiner les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et donc pour ça, voilà, il y a tout un tas de pratiques à mettre en œuvre. Et ce qu'a lâché le gouvernement là-dessus, c'est pas sérieux, y compris parce qu'on ne peut pas demander un prix et l'abaissement des normes. Si nous, on est en capacité d'exiger la rémunération correcte de nos productions, c'est parce qu'on sait qu'elles répondent à un haut niveau de normes sanitaires, en termes sanitaires, en termes de bien-être animal, en termes de qualité organoleptique pour l'alimentation humaine. Alors que si on abaisse toutes les normes, ça abaissera forcément la qualité des produits. Et y compris sur les importations et les exportations, ça abaissera forcément les normes de ce qu'on va importer. Et puis encore une fois, on ne pourra pas vouloir exporter si on interdit d'importer. Enfin voilà, on le lit tranquillement, mais dans le paysage politique ou syndical, ceux qui sont pour le libre-échange, il faut assumer. Il faut dire aux paysans la vérité. Il faut leur dire, si vous voulez continuer à exporter, il faudra qu'on continue à importer. Ou alors, on a un modèle radicalement différent qui est basé sur la coopération des uns des autres et sur le respect mutuel pour que chacun vive de son travail. Et là, on pourra discuter. Oui, alors là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans la période qu'on a vécue là, il y a des paysannes et des paysans qui ont passé du temps hors de leur ferme, qui se sont dépensés physiquement, moralement, dépensés financièrement aussi pour monter jusqu'à Paris, espérant sans doute que quelque chose allait sortir, et qu'après ils vont retourner dans leur ferme. Ils vont retourner dans leur ferme avec ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils ont eu ou pas eu surtout. Et puis il faudra continuer à travailler, à produire, à traire des vaches, à tailler la vigne, à récolter les céréales cet été, etc., etc. Et donc, dans ces mesures annoncées par le gouvernement, on voit qu'il y a un élément auquel ils n'ont pas apporté de réponse, c'est la garantie de revenus, puisque on nous a promis des déblocages d'enveloppes publiques, on nous a promis la poursuite d'une des taxes sur le gazole non routier, ce fameux carburant qu'on met dans les tracteurs, mais que ce soit l'argent public, qui est aussi un peu notre argent quelque part. Donc en fait, on va se la payer, cette aide un petit peu exceptionnelle. Et entre parenthèses, qui ne représente pas grand-chose, puisque au final, nous, on a fait le calcul au MODEF, ça représentera qu'à peine un peu plus de 2 000 € par ferme. Qu'est-ce que c'est que 2 000 €? C'est dans une exploitation agricole, c'est très très peu. Donc voilà, ces pansements sur des jambes de bois, les paysannes et les paysans, ils vont vite se rendre compte que ce n'est pas suffisant. Et les quelques mesures où le gouvernement a lâché du lest face aux revendications du syndicat majoritaire sur les jachères, sur le curage de canaux ou de je ne sais quoi, ça ne peut pas répondre aux enjeux, et y compris dans les
fédération départementale du syndicat majoritaire de la FNSEA, il y a des collègues qui disent voilà, ça c'est comme si on changeait la pendule, une maison qui est en flammes. Donc voilà, même dans le syndicat majoritaire, il y a des agriculteurs qui se rendent bien compte qu'ils ont été dupés par les négociations en cours de leur direction. Et ça, le MODEF l'a souligné déjà depuis longtemps. Nous, notre revendication historique, depuis 1959, depuis notre création, c'est l'exigence d'un revenu digne pour les travailleuses et les travailleurs de la terre. Et donc pour ça, il faut que l'État intervienne sur des prix planchers avec un coefficient multiplicateur. Des dispositifs qui existaient auparavant, on va en parler un petit peu, mais nous, c'était nos revendications. Je pense qu'il faut les amener à les faire connaître le plus largement possible, puisque le monde agricole y a intérêt dans sa masse. Et que si on veut demain, il y ait ce renouvellement des générations qui est indispensable, il faut promettre à ceux qui veulent s'installer d'avoir un revenu décent. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, c'est sûr. Donc forcément, si on veut que des jeunes s'installent demain, il faut leur dire, voilà, tu vas reprendre une ferme, c'est un gros investissement déjà. Mais par contre, derrière, puisque le gouvernement et l'État s'assurent qu'il y ait de nombreuses et de nombreux paysans, du coup, tu vas vivre de ton travail parce qu'on va garantir des prix. Tout ça, c'est des mesures indispensables qu'on porte, qu'on continue à porter dans les luttes et puis inlassablement auprès des ministères successifs. On va voir dès qu'on peut, quoi. Et parce que, alors du coup, on va revenir effectivement sur les revendications pour que tu nous expliques un peu ce que vous portez au MODEF. Je voulais donner un élément peut-être sur lequel tu pourras amener des précisions, parce que tu parlais syndicat majoritaire et compagnie. Alors pour notre public qui est plus habitué, plus familiarisé, je dirais, mais comme la majorité des gens, au syndicalisme de salariés ou autre, en fait, il faut bien mesurer que dans l'agriculture, ça n'a pas tout à fait la même structuration. Vous avez des liens de solidarité entre vous. Alors, tu pourras peut-être en dire un mot, mais sur les coopératives, sur les chambres d'agriculture, enfin, voilà, le jeu d'acteurs n'est pas du tout le même en fait entre les différents trucs. Et donc, du coup, les modèles syndicaux sont aussi différents. Et du coup, ça peut amener aussi justement à ce que la mobilisation dépasse largement au-delà des représentativités en fait quelques dirigeants, quoi. Est-ce que tu peux nous donner, faire un petit détour à la limite, là, j'y pense, par le fonctionnement, en fait, ces liens que vous avez entre vous et une chambre d'agriculture, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, voilà, très rapidement, mais pour un public néophyte qui est le nôtre, la plupart du temps, et moi le premier. Et puis après, on embrayera sur la question des revendications. Oui, tout à l'heure, on parlait de ces agriculteurs qui allaient quitter la lutte et puis les blocages en tracteur et rentrer dans leur ferme. Après, nous, voilà, dans les territoires, dans nos campagnes, c'est entre voisins, paysans, on se retrouve dans les CUMA, dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, puisque le monde agricole met en commun beaucoup de moyens de production à travers ces CUMA, dans les coopératives, les petites coopératives dans lesquelles on a su garder la main. Et donc, voilà, dans ce monde agricole, dans les territoires, même si on n'a pas forcément les mêmes modèles de production, on se retrouve, on vit plus ou moins les mêmes réalités. Et puis, on essaie de s'entraider beaucoup, en tout cas dans mon territoire, c'est ce qui se passe. Et voilà. Après, les cartes syndicales les uns des autres sont différentes. Parfois, il y a beaucoup d'ailleurs de collègues qui ne sont pas forcément syndiqués, comme dans le monde salarié. Mais les centrales syndicales, elles ont des visées très différentes. La FNSEA, donc majoritaire dans le monde agricole, dispense auprès de nos collègues tout un tas de services, comme des achats groupés de fuel, des achats groupés d'engrais, de la comptabilité, etc. Et puis c'est le syndicat historique, donc il y a beaucoup de paysans qui sont adhérents parce que le PR était adhérent, parce que c'est comme ça, parce que voilà, il y a les repas, il y a les fêtes, etc. Donc on fait perdurer quelque chose d'assez traditionnel. Mais pourtant, les directions successives de la FNSEA, elles, c'est pas ces modèles-là qu'elles défendent.
elles défendent pas nos voisins qui sont à la FNSEA pourtant, parce que, et Arnaud Rousseau en est un des principaux exemples, parce que c'est l'agro-industrie qui prime, parce que l'idée des FNSEA, c'est de se placer dans le camp du grand patronat pour bénéficier de tous les crédits d'impôt qui peuvent exister, c'est d'abaisser ce qu'ils appellent le coût du travail pour embaucher à bas coût, sans trop faire en tout cas prendre de mesures nécessaires des salariés jetables. Voilà, c'est de pousser encore plus dans la dépendance aux technologies nouvelles, au machinisme, etc., qui viennent plomber très fortement nos trésoreries, plutôt que d'aller vers plus d'agronomie, plus de connaissances techniques, agricoles, de zootechnie aussi des animaux, etc., et nous rendre plus autonomes sur nos fermes. Voilà, le syndicat majoritaire, il pousse à l'industrialisation de l'agriculture et au libre-échange, puisque la France aurait une vocation exportatrice, etc., de nourrir le monde et tout ça. Mais qui dit exportation, dit importation. Dès qu'on est dans le libre-échange, il faut accepter qu'il y ait des marchandises qui rentrent si on veut qu'il y en ait d'autres qui sortent. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse parce que ces accords de libre-échange, dont certains ont été signés, eh bien, c'est eux aussi qui mettent toutes les paysannes et tous les paysans dans la difficulté, hein, puisqu'on a un prix du blé qui s'effondre, en volaille, puisque c'est un peu mon métier, on a de la volaille qui arrive d'ailleurs avec on va dire des normes, puisque c'est le mot employé en ce moment, des normes sanitaires, d'élevage, de bien-être animal aussi, hein, qui sont nivelées par le bas. Et puis évidemment avec des coûts pareil qui sont très très bas, qui viennent qui viennent tirer les prix à la baisse. Donc voilà. Donc dans ce paysage syndical, on a donc des syndicats qui ont des visions diamétralement opposées. Nous, le MODEF, par exemple, on se place davantage aux côtés. On s'estime être des travailleurs puisqu'on vit de notre travail. Hein. Si on ne travaille pas, il ne se passe rien dans nos fermes. Et donc les intérêts de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et qui se syndiquent que pour les ouvriers, par exemple, je dirais à la CGT ou pour les paysans en MODEF, eh ben, c'est les mêmes intérêts. C'est vivre de notre travail et pouvoir ne plus avoir peur du lendemain, comme je l'ai déjà dit. C'est pour ça qu'on a mené, nous, des actions communes avec la CGT pour soutenir les salariés en grève au moment des luttes contre la réforme des retraites, où on est venu apporter de la viande, des légumes, des fruits, plusieurs tonnes, hein, notamment auprès des cheminots, des ouvriers de l'automobile, etc., l'année dernière, puisque voilà, cet intérêt commun, on le partage, on le vit dans nos fermes. Hein. On voit bien, travailler jusqu'à 67 ans, avec les métiers qu'on a, c'est pas possible non plus. C'est pas possible pour un ouvrier, pour un soignant ou pour une ATSEM, c'est pas possible non plus pour les paysans. Et donc, dans ce paysage syndical, voilà, il y a ces structures diamétralement opposées, avec au milieu la coordination rurale et puis après, plus proche de nous, hein, quand même, hein, la Confédération paysanne, qui elle aussi mène des actions avec le salariat, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu. Il y a peu d'organisations syndicales dans le monde agricole. Si on compte ce qu'on appelle les JA, les jeunes agriculteurs, on peut dire qu'il y en a 5. Et nous, on a ce rôle original dans le paysage qui est de maintenir le cap sur la défense du revenu pour les paysans et la défense de l'exploitation familiale, qui pour nous est le modèle à même de répondre aux aspirations de la population qui veut bien manger, qui est le modèle le plus transmissible, qui est le modèle le plus résilient et qui permet d'avoir de nombreuses exploitations sur les territoires. Nous, on est content d'avoir des voisins paysans à qui on peut demander un coup de main, à qui on peut rendre visite quand ça va moins bien ou quand ça va bien aussi, avec qui on peut s'associer pour du matériel, avec qui on peut, voilà. Quand on n'a plus de voisins, quand on est tout seul, avec des grandes surfaces sans un arbre
où tout est à nous, certes, mais où on est seul au monde. C'est très intéressant. Hop, ok, bah merci pour cet aspect paysage. On comprend effectivement, ça c'est vraiment. Je le disais, je fais une incise, mais en fait, parce qu'on a un espèce de discours parfois à gauche, mais plus. Enfin, voilà, anti-FNSEA primaire, alors qu'en fait, bah voilà, à la base, bah comme tu disais, on le sent bien, à la fois tu as ces logiques de service, ou du coup tu y es, machin, tout ce que tu as décrit, en fait, bah, à la base, en fait, c'est tous des paysans. Et en fait, c'est pas parce que tu as 3 agribusinessmen qui deal avec Monsanto pour acheter des terres et compagnie, ou avec BlackRock qui rachète des terres aussi d'ailleurs, que en fait, voilà, en bas c'est tout pourri. Non, bien au contraire. Donc ça, c'est du coup, ouais, c'est pour ça que le petit, pour une partie de notre public, je pense que ce détour était important. Et du coup, est-ce que, pour sur l'aspect un peu le plus important, est-ce que tu nous as un peu brossé le portrait, mais du coup, au niveau du MODEF, vous, quelle perspective vous portez en termes de revendications immédiates d'une part, mais aussi pour refonder un pacte agricole dans notre pays? Tu as parlé des questions d'accords de libre-échange, voilà, et pas que, et de revenus paysans. Est-ce que tu peux nous donner vraiment, nous détailler un peu plus les revendications du MODEF en termes de pacte agricole pour notre pays? Oui, alors nous, au mouvement de défense des exploitants familiaux, la revendication première, je l'ai dit, et il vaut mieux se répéter que se contredire, c'est donc le revenu paysan, quoi. Et on est content d'ailleurs que ça soit un élément qui soit repris, hein, d'ailleurs, de ci, de là, dans les mobilisations, parce qu'au départ, c'était quand même pas ça, hein. C'était pas forcément le cheval de bataille de beaucoup de paysans ou beaucoup de forces syndicales. Et donc nous, si c'est un élément qui peut être repris par le plus grand nombre de nos collègues, ça nous va. Après, il s'agit de le porter et puis de le mettre en place. Et le mettre en place, c'est facile parce que ça s'est déjà fait. Le mettre en place, c'est que l'État puisse garantir des prix planchers qui correspondent aux coûts de production, en dessous desquels on ne descend pas. Il y avait, par exemple, je prends un exemple tout simple, hein. Moi, j'ai regardé dans les archives de mes grands-parents qui exploitaient la ferme avant moi dans les années 80. Et donc, en 83, le prix de la tonne de blé était vendu 1000 francs au silo, à côté d'ici. 1000 francs, si on va sur le site de l'INSEE, hein, qui permet un calcul en euros constants, ça fait environ 350 euros d'aujourd'hui. Sauf que le prix de la tonne de blé aujourd'hui, c'est 200 euros. Donc, en 83, quand l'Office du blé, qui réalisait justement ces prix planchers et qui garantissait une certaine rémunération, hein, du blé, eh bien, on avait un blé qui était beaucoup plus rémunérateur pour le paysan qu'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on nous invite à spéculer sur le blé, à vendre à terme. Aujourd'hui, on vend du blé qui n'est même pas encore récolté. C'est-à-dire qu'on fait des paris sur une récolte avec tout ce que ça peut comporter, hein, la sécheresse, la grêle, les intempéries, etc. L'incertitude encore pire qu'avant due au dérèglement climatique. Mais on continue à vendre du blé de cette façon-là, les paysannes et les paysans, hein, autour de nous. Donc voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête, que ça existe, hein, des outils publics pour fixer des prix planchers qui tiennent compte des coûts de production et donc de la rémunération du travail. Ce qu'on porte aussi, c'est l'exigence d'un coefficient multiplicateur. Là aussi, ça a existé. Un coefficient multiplicateur, c'est un dispositif qui permet, dans le déroulé de la filière d'un produit, que chaque acteur puisse se rémunérer, mais de manière décente. C'est-à-dire que chacun, sur le prix final d'un produit, ait pris la marge qui correspond aux efforts qu'il a réalisés dans sa production jusqu'à sa commercialisation. Sur un produit agricole lambda aujourd'hui, à la fourchette, on va dire, il n'y a que 10% du prix qui arrive dans la poche du paysan. Et ça, c'est pas normal. Donc, c'est des choses qui sont partagées par la grande masse, hein, du monde agricole. Et peut-être parfois avec le sentiment qu'on peut rien faire, que c'est le marché, qu'on peut pas bouger.
Mais si, on peut bouger ces choses-là. Et donc, ce sera nécessaire de les bouger. Au-delà, puisque l'enjeu européen est un peu dans toutes les têtes. La bataille des paysannes et des paysans, elle était aussi européenne. Nous, on a été à Bruxelles jeudi dernier pour en parler avec d'autres, avec notamment Via Campesina, une organisation internationale de paysans travailleurs, dont le MODEF est membre fondateur. Donc, sur cet enjeu européen, il y a aussi la nécessité de créer une nouvelle PAC, une PAC qui soit pas seulement agricole, mais agricole et alimentaire, une politique agricole et alimentaire commune, qui puisse, on va dire, ne pas arrêter les subventions à l'hectare, mais créer des subventions davantage, on va dire, à l'actif dans les fermes pour favoriser la multiplication des paysannes et des paysans. Et puis aussi revoir tous ces traités de libre-échange, faire que les échanges commerciaux qu'on doit avoir les uns les autres soient des échanges en coopération et non pas sur les marchés avec une spéculation féroce où les paysans du Sud sont affamés par ceux qui achètent au Nord, mais où les paysans en France, notamment ailleurs, ne sont pas forcément beaucoup plus heureux puisque la valeur ajoutée, elle est captée par l'agro-industrie, l'agroalimentaire et, je ne l'oublie pas, l'amont, que ce soit les marchands de tracteurs, d'engrais, de pesticides ou de semences. Donc voilà, c'est un petit peu, je balaye assez rapidement, mais toutes ces choses-là qu'il faut tenir et puis pour lesquelles le MODEF se bat dans les territoires, se bat dans les fermes, sur toutes les filières, que ce soit la filière élevage, les céréales, la viticulture, la production de fruits et légumes. Voilà, il y a beaucoup de pain sur la planche. Ok. Eh ben, merci à toi du coup. Et puis bon courage. Encore merci parce qu'on sait que c'est pas forcément simple de trouver un créneau, mais du coup l'échange a été instructif. Et donc merci à vous qui nous avez suivis. On espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Alors on s'excuse pour la technique, les copains qui gèrent ça habituellement n'étaient pas disponibles aujourd'hui et donc du coup j'ai fait ça à l'artisanal complet. Donc voilà. Mais du coup du moment qu'on a le propos, c'est l'essentiel. On va s'améliorer, promis. Donc une chose est sûre, c'est qu'on n'en a pas fini avec ce sujet et que la question du modèle agricole et alimentaire français va invariablement revenir sur le devant de la scène. Déjà la mobilisation n'est pas terminée, tu l'as dit, mais ça va revenir sur le devant de la scène tôt ou tard. D'ici là, évidemment, plein soutien à nos agriculteurs et rendez-vous sur la foire de Beaucroissant pour déguster les délicieux poulets fermiers d'Olivier et y compris pour y rencontrer cette année André Chassaigne, puisqu'on a l'honneur d'accueillir un député qui est bien connu sur les enjeux agricoles cette année, le 20 avril du coup. Prenez date pour celles et ceux qui sont en Isère. On communiquera dessus, mais du coup on a André Chassaigne qui va passer où il y aura un temps l'après-midi d'échange avec le public, voilà, vraiment pour causer de tout ça tous ensemble et essayer d'avancer sur des perspectives. À très bientôt, merci.